Nous avons plusieurs personnes. Il serait donc le temps de commencer. Bon lundi tout le monde. Bienvenue au premier webinaire dans la série d'application de la politique des trois organismes. Nous allons regarder les piliers de la politique et de voir l'application de celle-ci dans votre établissement. Pour le webinaire aujourd'hui, nous allons premièrement avoir une introduction à la politique, à la gestion des données de recherche. Nous allons voir le pilier 2 de la politique. Je m'appelle Jennifer Abel. Je suis coordonnatrice de la formation pour l'équipe de l'Alliance de données de recherche numérique. Je suis ici pour représenter le groupe de travail sur les stratégies institutionnelles faisant partie du réseau Portage. J'aimerais reconnaître que je vous parle du territoire non cédé traditionnel des peuples salish de la côte, dont les Musqueam, les Squamish et les Batoos. Nous allons regarder la politique de gestion de données de recherche des trois organismes publiée en mars 2021. Ensuite, nous allons avoir une séance pratique sur la gestion de données de recherche. Nous allons avoir des points saillants de la politique liés au plan de gestion de données. Nous allons parler de l'importance des plans de gestion de données, leur soutien à la science ouverte. Nous allons regarder ce qui constitue un bon PGD et nous allons avoir un regard en profondeur de ces PGD. Vous allez avoir des renseignements sur l'assistant PGD, des renseignements sur son accès et son utilisation, des ressources créées par le groupe d'experts sur les PGD pour aider le développement des PGD, notamment des exemples et des guides d'instruction vous seront partagés. La présentation sera suivie d'une discussion ouverte. Quelques mots d'intendance avant de commencer. Vous êtes automatiquement en sourdine en étant admis ici au webinaire. Le webinaire est enregistré. Le fil de discussion sera archivé pour ceux et celles qui ne peuvent pas participer. Nous nous encourageons à utiliser la version la plus récente de Zoom pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, notamment les mises à jour de sécurité. Si vous avez une mise à jour de sécurité de Zoom lors du webinaire, attendez à la fin du webinaire avant d'actualiser votre version de Zoom. Utilisez le fil de discussion pour nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos difficultés techniques. Vous pouvez utiliser la fonction Q&R pour poser vos questions aux présentateurs et présentatrices. Utilisez la fonction main levée pour poser une question de vive voix. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. Remarquez qu'il y a de l'interprétation simultanée en français et en anglais. Nous avons aussi activé les sous-titres en direct. Les diapositives sont disponibles sur la page d'accueil de l'événement. Nous allons aussi ajouter un lien vers les diapositives dans le fil de discussion. Nous avons un code de conduite pour le webinaire. Au nom de l'Alliance, je vous rappelle que nous voulons créer une communauté sécuritaire pour tous les participants et participantes. Le langage inapproprié ne sera pas toléré. Nous ne tolérons aucune forme d'harcèlement qui serait un comportement ou une action qui peut menacer quelqu'un et créer un environnement dérangeant. Nos conférenciers aujourd'hui sont, premièrement, Mathieu Lucas, du CRSH. Il est directeur général des stratégies corporatives du CRSH. Avant de se joindre au CRSH, il a travaillé à Industrie Canada. Il a été conseiller au secrétariat d'innovation. Il a été le conseiller pour le ministère des Sciences et Technologies. Nous avons James Doiron, qui est le coordonnateur de services de données de recherche pour la bibliothèque de l'Université de l'Alberta. Il est directeur universitaire du Centre de données de recherche de l'Alberta. Il est coprésident du groupe d'experts sur la planification des gestions de données. Il est aussi membre du groupe d'État First Nord. Sur ça, je vais céder la parole à Mathieu. Merci beaucoup, Jennifer. Permettez-moi de partager mon écran.
J'espère que vous voyez bien ma présentation. Oui, tout paraît bien. Merci beaucoup. Au nom de mes collègues du CRSH et du CRSNG, j'aimerais vous remercier de l'invitation. J'aimerais aussi vous remercier d'avoir organisé ces ateliers. Nous avons répété tout au long de la création de cette politique que les agences comptent parmi différents acteurs dans l'écosystème de recherche qui accueille favorablement tous les partenariats. C'est un bel exemple de rassemblement du secteur pour aider à la mise en œuvre de la politique et de mettre en place des bonnes pratiques de gestion de données de recherche. J'aimerais remercier l'Alliance de données de recherche numérique du Canada, anciennement connue sur la NOIRN, avec le groupe national d'experts sur l'information, et d'autres acteurs dans la discussion sur la gestion de données de recherche, la GDR. Je vais vous faire un survol assez rapide de notre politique. J'espère que la plupart d'entre vous ont vu le contenu, que vous avez été exposés à le contexte, les réflexions. Nous allons parler des aspects uniques de la politique des trois organismes. Nous allons regarder les différentes inquiétudes, les recoupements de la politique des trois organismes. Et nous allons regarder les ressources que nous avons partagées pour aider les chercheurs, les établissements à mettre en place des bonnes pratiques de gestion de données de recherche. Comme Jennifer l'a mentionné, nous sommes extrêmement fiers d'avoir lancé notre politique en mars 2021. Nous aurions souhaité lancer la politique un an plus tôt. Nous avons eu des retards à cause de la COVID. Nous sommes heureux que la politique soit publiée à cause du retard et de la reconnaissance du stress sur le système à cause de la COVID. Nous avons retardé certaines de nos dates limites initiales. Nous avons eu le temps de réfléchir à la politique et d'y apporter quelques changements avant son lancement. Permettez-moi de partager avec vous une vision de 2017 sur les fondements de cette politique. Il s'agissait d'une vision de voir de bonnes pratiques solides de gestion de données de recherche pour faire partie de l'excellence en recherche. Nous souhaitions que le résultat serait de voir plus d'ensemble de données de recherche canadiens partagés. Nous voulions voir un soutien dans l'ensemble de l'écosystème pour la gestion de données de recherche. Prenez le temps de réfléchir sur notre bilan pour concrétiser notre vision. Peut-être que notre vision devrait être révisée. Prenez le temps de soulever les lacunes et les déficits. Aussi, parlez-nous des interactions avec les organismes subventionnaires. Faites-nous savoir où nous pourrions augmenter nos efforts pour vous aider avec les lacunes et les écarts dans les pratiques de gestion de données de recherche. Les changements qui se sont produits depuis que nous avons articulé notre vision dès la création de l'Alliance de recherche numérique du Canada, ainsi que l'évolution de l'organisation pour reprendre la responsabilité de la gestion de données de recherche. Nous sommes heureux de voir bon nombre de services et des outils rassemblés sous le leadership de cette nouvelle organisation. Au gouvernement du Canada aussi, il y a eu la feuille de route pour la science verte. Notre plan, notre politique ne constitue pas de la science ouverte, mais nous encourageons le partage de données en libre accès lorsque c'est possible. Nous pensons que la bonne gestion de données de recherche est un fondement pour ça. Nous avons aussi des sites web du gouvernement du Canada. Nous encourageons les chercheurs, les établissements à voir comment bien sauvegarder leurs recherches. Notre politique de gestion de données de recherche n'est pas une politique de sécurité des données. Il faut penser
à la façon dont vous gérez vos données. C'est un préalable avant de regarder les mesures efficaces de sauvegarde de données. Regardons les exigences de la politique. Vous connaissez peut-être ces exigences. La première, les établissements postsecondaires, les hôpitaux de recherche admissibles à administrer du financement, des organismes de financement doivent créer des stratégies institutionnelles de GDR et aviser les agences lorsqu'elle sera terminée. Une deuxième exigence, d'avoir des plans de gestion de données de recherche. Certaines opportunités de financement là, seront accompagnées d'une nécessité de soumettre un plan de gestion de données pour l'approbation. Enfin, les données générées par les recherches subventionnées doivent être consignées dans des dépôts afin de pouvoir faciliter le partage. Le partage n'est pas requis ou exigé de façon obligatoire, mais encouragé lorsque c'est approprié. En ce qui concerne l'application de ces éléments, nous avons des échéanciers pour chaque élément. La date limite pour les stratégies institutionnelles est le 1er mars 2023. Les établissements ont 3 ans après l'adoption de la politique pour créer ces stratégies. Je vais pouvoir en reparler plus tard cette semaine lorsque je parlerai de stratégie en particulier. Nous savons qu'une stratégie unique pour tous les établissements n'est pas souhaitable. Nous nous attendons à ce que les établissements créent des stratégies qui portent sur leur situation actuelle. Ces stratégies doivent évoluer au fil du temps. Ces stratégies doivent nous permettre de soulever les lacunes et les opportunités de collaboration. Les stratégies sont une pierre angulaire de notre politique, puisque les établissements sont bien placés pour soutenir les chercheurs dans leurs besoins de gestion de données de recherche et de collaborer avec les autres dans les pratiques de recherche dans l'ensemble du secteur de la recherche. Pour les PGD, nous nous sommes engagés de trouver d'ici le printemps 2022 d'autres opportunités de financement qui nécessiteront des plans de gestion de données. À partir du printemps de 2022, nous allons trouver les opportunités où il sera nécessaire d'avoir des PGD. Bien sûr, ça prend du temps pour intégrer ces éléments dans notre documentation. Nous parlons aux 3 organismes et nos équipes de programmation pour voir comment travailler efficacement et comment intégrer les PGD dans le processus de révision, surtout dans la première année où nous aurons tous à vivre des nouveautés, des changements. Enfin, l'exigence de dépôt de données. La majorité des questions dans notre politique évoluent autour de cette exigence et des questions techniques qui touchent cette partie de la politique. Nous n'aurons pas encore établi une date limite pour la mise en œuvre de cette partie. Nous allons le déterminer avec des discussions avec le secteur de la recherche au cours des prochaines années. Qu'est-ce qui rend cette politique de l'agence ou des 3 organismes unique? Différentes régions et instances ont rendu cette exigence obligatoire dans les demandes de financement. Notre politique a été motivée pour s'assurer que les Canadiens qui collaborent avec leurs homologues internationaux contribuent au PGD nécessaire pour ces demandes de financement. Nous sommes aussi concentrés sur la stratégie institutionnelle. À mon savoir, aucune des autres instances n'avait cette exigence. Nous avons discuté avec nos collègues internationaux. Ils ont fait soulever que c'était des choses manquantes dans leur politique parce que les établissements sont bien placés pour parler aux chercheurs, comprendre leurs besoins, comprendre où ils se situent en ce qui concerne la gestion des données. Il faut comprendre quels outils, processus dont ils ont besoin pour gérer efficacement les données. Je voudrais dire clairement, nous croyons que les organismes doivent être des partenaires avec les établissements, alors que les établissements trouvent des bonnes pratiques de gestion de données. Les exigences de stratégie servent à trouver d'autres opportunités pour mieux soutenir les chercheurs et les établissements dans leur bonne pratique de gestion de données. Un autre élément unique à notre politique est l'emphase placée sur la gestion de données liée à la recherche avec et pour les milieux autochtones.
Premières Nations, Métis et Inuit. Les données doivent être gérées de façon conforme aux politiques et pratiques de gestion de données créées et acceptées par les communautés autochtones. La politique fait des références comme le principe PCAP, propriété, contrôle, accès, mais nous savons qu'une solution unique n'est pas souhaitable. Nous voulons comprendre quel rôle nous pouvons jouer pour développer des politiques de gestion de données. Les stratégies institutionnelles feront référence à ces éléments de travailler avec les communautés autochtones pour gérer les données. En conséquence, les PGD, il y a de la recherche pertinente avec les communautés autochtones, vont regarder comment on peut développer ces pratiques avec des communautés des Premières Nations. Nous savons le travail qui doit se faire. Nous nous engageons à être des partenaires avec les communautés autochtones et le milieu de la recherche en général. Quelques inquiétudes. En voici quelques-unes. Premièrement, en ce qui concerne les stratégies institutionnelles de GDR, nous ne créons pas ces stratégies. Nous voulons seulement les utiliser pour voir où sont les opportunités de collaboration et aussi de combler les lacunes restantes. Nous savons qu'il y aura différents niveaux de maîtrise pour soutenir la gestion de données de recherche. Nous n'attendons pas à ce que les établissements visent les talons d'or en ce qui concerne la gestion de données de recherche. C'est correct. Nous voulons que les organisations et les établissements soient transparents par rapport à ce qui peut être offert et nous voulons voir comment les établissements et les organisations veulent faire croître ces mesures de soutien. Les PGD, lorsque nous allons trouver des opportunités, il faut déterminer comment nous allons les intégrer dans les premières opportunités de financement. Nous allons peut-être pas les inclure formellement dans le processus d'évaluation. Nous allons peut-être avoir une conversation avec notre comité d'attribution pour voir comment les PGD vont être révisés. En fonction des cultures disciplinaires, l'outil va évoluer au fil du temps par rapport aux attentes pour les pratiques de gestion de données de recherche. Ce n'est pas une politique de données ouvertes. Nous encourageons le partage de données et des données ouvertes le plus possible, mais nous savons que plusieurs établissements vont devoir garder des données de recherche fermées. Les recoupements avec la politique des trois organismes, nous voulons que ce soit mené par le secteur. Je suis très content de pouvoir faire partie de cette semaine d'activités et d'ateliers. Nous nous engageons à soutenir le développement de protocoles de gestion de données autochtones. Nous allons aussi nous pencher maintenant sur la sécurité de la recherche avec le gouvernement canadien. Nous allons voir un recoupement entre les PGD et l'attente que la sécurité de recherche sera un aspect touché par les plans de gestion de données. Finalement, en songeant aux ressources que nous offrons aux établissements et chercheurs, on me pose souvent des questions sur les ressources. Nous n'avons pas des réponses à toutes les questions. Avec l'évolution de l'écosystème et l'Alliance de recherche numérique du Canada, nous avons certaines réponses encore. Le CRSH a fait des initiatives de renforcement de capacité par ses bourses. Nous avons financé 50 projets à ce jour. Nous sommes encore ouverts à d'autres projets. Si vous souhaitez créer un atelier, une réunion pour appuyer ou renforcer la capacité de gestion de données, voir ce que signifient ces pratiques pour votre établissement, votre institution, cette bourse pourrait être pour vous. Vous pouvez trouver l'information sur le site web du CRSH.
Ça n'a pas besoin d'être un projet en sciences sociales ou sciences humaines. Nous allons avoir une perspective élargie. Il y a aussi le IRSC qui a des modules sur le sujet. J'aimerais remercier l'Alliance et Portage pour tout ce qui a été fait. Ces stratégies sont déployées. Nous n'aurions pas pu mettre en place cette politique sans le travail de Portage et l'Alliance de recherche numérique du Canada. Il y aura beaucoup de webinaires et d'ateliers organisés au CRSH et au CRSNG. Nous avons des groupes de discussion avec des représentants universitaires. Nous allons avoir une séance sous peu sur la gestion de données de recherche lors de notre réunion de décembre. Il y aura aussi un webinaire des 3 organismes. Nous espérons l'organiser cet automne, mais ce sera peut-être un peu plus tard. Nous allons pouvoir répondre à vos questions sur la gestion de données. Je veux rencontrer des établissements. Si votre établissement se pose des questions sur la gestion de données, les 3 agences peuvent réserver du temps pour vous parler de nos attentes et de répondre à toutes vos questions que vous puissiez avoir. Je vais maintenant céder la parole à James. Je serai là pour répondre à vos questions. Je vais maintenant arrêter mon partage d'écran. Screen sharing. Make sure that's showing up okay for everyone. Vous voyez bien mon écran? Je le vois. Je m'excuse, je vais éteindre ma caméra durant ma présentation puisque j'ai reçu des messages m'indiquant que ma connexion est instable. Je veux préserver la bande passante pour ne pas avoir des difficultés avec la présentation. Je m'excuse d'avance des bruits en arrière-plan. TELUS a choisi ce matin que ce serait le meilleur moment pour commencer à creuser mon terrain pour installer de la fibre optique, à la grande joie de mon chien, mais au détriment des participants. J'aimerais reconnaître que je vous parle ce matin d'une belle journée en territoire de traité 6 avec le lieu de rassemblement des Cris, des Blackfoot, Nakutasu, Iroquois, Deni, Ojibwe, Sato, Anishinaabe, Inuit et autres peuples dont la présence, les langues et les cultures enrichissent la vie dans nos collectivités. Pour poursuivre avec les contenus, je vous donne un survol de ma partie. Notre temps est limité, nous n'allons pas pouvoir aller en profondeur, mais comme Jen l'a mentionné et Matt l'a mentionné, nous allons avoir une bonne période de discussion. J'ai bien hâte de pouvoir interagir avec vous et répondre à vos questions. Je vais commencer avec de l'information fondamentale sur les plans de gestion de données, les PGD. Je vais parler en quoi ils consistent, leur importance et leurs avantages. Ensuite, je vais vous parler du contenu de PGD avec des catégories générales et des directives. J'aimerais aussi parler de l'outil assistant PGD. Je vais vous donner l'information sur l'accès à l'assistant. Je vais vous parler des fonctionnalités clés. Dans la présentation, vous aurez des liens vers des conseils généraux, des exemples de PGD et les prochaines ressources. Je parlerai aussi du groupe d'experts sur le PGD dont je ferai partie. En quoi consiste la gestion de données de recherche? C'est un grand processus qui touche toutes les périodes de cycle de la vie de la recherche. Ce diagramme simplifie beaucoup en quoi consiste la gestion de données de recherche. Que vous travaillez sur des projets de recherche financiers ou non financiers, vous allez avoir des idées, des propositions. On souhaite à ce que vous puissiez progresser, avoir des propositions. Il y aura différentes phases de collecte de données, acquisition de données, traitement de données, analyse de données, diffusion de données. Quand j'ai participé à la recherche, il y a plusieurs années, tout se terminait avec la fin du projet. On ne parlait pas beaucoup de l'utilisation des données par la suite. Nous avons commencé à avoir des discussions sur les données ouvertes.
Il n'y avait pas beaucoup de solutions pour aider les chercheurs à déposer, gérer leurs données après le projet de recherche, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. On le voit dans la politique des 3 organismes maintenant. Voilà les choses qu'on essaie de traiter dans le PGD, dans tous les éléments du cycle de vie des données. En quoi consiste un PGD? C'est un document formel qui indique clairement les stratégies et les outils qui serviront à gérer les données efficacement, qui porte sur les phases actives durant la recherche et les phases après la recherche pour régler les problèmes avant de commencer un projet de recherche. Pourquoi les PGD importent? Ils importent pour différentes raisons. Premièrement, comme la planification le suggère, vous pouvez réfléchir d'avance et créer des stratégies pour la gestion des données tout au long du cycle de vie. La planification est toujours quelque chose de positif. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses lorsque vous commencez un PGD, mais c'est important pour soulever d'autres questions. Le PGD peut servir à penser à d'autres questions qui n'ont peut-être pas été considérées au début. Le PGD peut vous aider à soulever les forces et les faiblesses de vos pratiques actuelles pour vous aider à voir comment intégrer des pratiques efficaces dans vos activités. Vous savez peut-être par expérience des choses qui ne fonctionnaient pas très bien. Vous pouvez les indiquer dans votre PGD ou vous pouvez tenir compte des choses qui fonctionnent bien. Si ça fonctionne bien pour vos projets futurs, tant mieux. Le PGD, la plateforme de l'assistant PGD essaie de vous donner de bonnes astuces et des conseils pour vous guider dans l'établissement de votre plan de gestion de données. En pensant à long terme, plus vous commencez à penser à vos données tôt dans le processus, et plus vous pensez à la gestion à long terme des données, les préparer pour leur utilisation, le mieux se porteront vos données. Tenir compte du volume et de l'ampleur des données, les méthodes de données, la documentation et le type de dépôt et les modèles qui pourraient vous servir pour la gestion des données à long terme. La planification est toujours un élément important pour vous aider à baisser le coût de la recherche en augmentant l'efficacité. Par exemple, lorsque vous dédiez du temps avant la recherche, pas pour trouver des solutions à la dernière minute. Vous le savez sans doute, lorsque vous essayez de trouver des solutions de gestion de données au milieu du projet, lorsque les pratiques de données ont déjà été mises en place. Vous allez pouvoir mieux planifier vos activités de gestion de données. L'une des choses les plus précieuses pour les chercheurs et chercheuses est le temps. Si vous pouvez investir du temps au début, vous allez pouvoir en économiser plus tard dans le processus. Voici aussi un diagramme, en fait, un schéma quand même assez facile pour démontrer les catégories de plans de gestion. Il y a des questions précises, il y a des détails très spécifiques, mais ça peut varier, en fait, selon la discipline de recherche, la complexité de la recherche et les méthodologies de recherche aussi. Mais ça vous donne quand même un genre de matrice avec plusieurs catégories à normaliser que nous avons trouvées dans les plans de gestion. On parle de la collecte de données, conservation, le sauvegarde, documentation, métadonnées. En fait, ce que vous aurez besoin pour tout. Et la responsabilité de chaque ressource aussi qui va ce genre de quoi. Donc, de passer le temps consacré, peut-être un poste, il faut qu'il y ait un poste précis pour chacune des fonctions. Il y a aussi les questions de déontologie, en fait, le code de déontologie, en fait, de conformité juridique. Ça, c'est le genre de matrice normalisée que vous allez voir dans les plans de gestion de données.
Quand est-ce que je dois commencer à créer le plan de gestion? Normalement, ça doit être très tôt. Très tôt, en fait, avec tout projet, il faut commencer par la création du plan de gestion parce que ça va encadrer tout le processus de recherche. Moi, je pense qu'au moins, sur ce modèle de subvention, de recherche financière, donc, le plus tôt possible, parce que vous avez peut-être l'obligation de, en fait, dès la conception du projet, inclure le plan de gestion de données. C'est jamais trop tard quand même. Même si on le fait tard, plus tard, je travaille avec des chercheurs. Ils ont avancé quand même. Ils font aller juste à la collection de données. Là, il fallait qu'ils travaillent à rebours, rattraper le temps perdu. Mais quand même, c'est correct pour soutenir, en fait. Donc, au fur et à mesure que le domaine évolue, avec l'évolution des stratégies dans chaque institution, avec les stratégies de plan de gestion, avec les soutiens, les plateformes, surtout pour les plans de gestion de données, ça devient dans la norme, en fait, de commencer dès la proposition, dès la planification, la rédaction de la production. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux avancer? Maintenant, il faut commencer en fait, d'aller en profondeur. En fait, faire ça en parallèle. Mathieu, il vient de nous le dire aussi. Bientôt, c'est sur une exigence, l'obligation, surtout pour les subventions. Surtout si c'est l'établissement de responsable de l'administration de la subvention. Donc, bientôt, ça va devenir une routine, une habitude. Il y aura toujours les agences subventionnaires ou portages ou les groupes d'experts qui vont vous aider en fait, à consacrer les ressources et faire des plans de gestion. Ils sont là. Et c'est sûr que c'est un travail collectif. Il y a une courbe d'apprentissage, mais nous travaillons tous ensemble. Mais les ressources qui sont disponibles, les ressources qui, en fait, en anglais et en français, il y a le portage, en fait, il y a un guide. C'est le genre de résumé, en fait, une synthèse, comment vous allez faire un plan de gestion efficace. C'est sûr, et je ne vais pas parler en profondeur encore, mais il y a des sections quand même dans le plan, en fait, le plan de gestion. Vous avez les liens, quand vous allez voir ce document, ils vont vous amener ligne directrice générale pour les plans de gestion. Commencez par décrire le projet de recherche, ce qu'il vise et l'objectif. C'est un peu comme le résumé savant. Pour les personnes qui ont déjà soumis une demande avec déontologie, surtout dans la recherche en santé, c'est la même chose que vous allez faire quand vous devez soumettre, en fait, le consommant déontologique ou éthique. Ensuite, il ne faut pas utiliser trop de jargon, trop d'acronymes spécifiques à chaque discipline. Le plan de gestion doit être compréhensible de qui que ce soit. Certaines disciplines, c'est inévitable, c'est inévitable. Mais essayez au moins de donner quand même, le faire en langage ordinaire, langage simple. N'importe qui lit, en fait, pour se trouver dans le plan de gestion. Et au besoin, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'acronymes, c'est sûr, c'est très populaire, tout le monde, comme ici, PGD, PGD, mais précisez ce que ça veut dire, plan de gestion de données PGD. Lorsque vous allez l'utiliser une fois, définissez-le au début, d'une première fois, pas ensuite. Si vous l'avez défini au moins une fois, vous pouvez revenir à l'acronyme, en même temps que le lecteur va savoir tout de suite. Surtout pour lorsque l'éthique, lorsqu'il y a en fait, il y a une soumission éthique. Donc, donnez la précision de tout acronyme dès le début de la description, dès le début. Il faut remplir toutes les sections. Il ne faut pas laisser les questions en blanc. Le lecteur ne comprend pas. Est-ce que vous avez une question que vous n'avez pas pris en considération? C'est une question sans objet, ça ne s'applique pas. Vous n'avez peut-être pas nécessairement une réponse. On n'a pas toutes les réponses. Indiquer quelque chose qui ne s'applique pas en ce moment, ou c'est quelque chose à déterminer. Sous réserve d'une opinion experte. Souvent, vous allez indiquer, si les gens cherchent à préciser exactement ce qui se passe dans la méthodologie ou
Donnez la logique que toutes les décisions doivent être fondées. C'est pas pour aider les gens. C'est pas, en fait, vous allez utiliser données, vous avez une plateforme de collection, vous allez entreposer les données, quelle que soit votre visée, qu'est-ce que vous voulez faire avec les données? Simplement, donner une raison logique pourquoi vous avez besoin de ces données. Et donc, c'est un document dynamique. Le plan de gestion est toujours un document dynamique. Donc, il faut le mettre à jour au fur et à mesure. C'est un document en évolution. Et tous les projets de recherche peuvent avoir d'envergure différente, complexité différente. Et ça peut être des projets sur 1 ou plusieurs années ou en fait des études longitudinales. Donc, votre solution, votre plan de gestion doit correspondre. Peut-être vous allez revenir. C'est sûr que vous allez être obligé de le modifier parce que c'est un document dynamique. Mais c'est indiqué un endroit où tout le monde peut retourner pour mettre à jour le plan de gestion des données. Et rapidement, maintenant, je résume les prochaines diapositives. Collection de données, ça, vous savez déjà ce que c'est. Dans les collections de données, en fait, et je vais vous envoyer le diapositive après. Pensez à la description de comment vous allez utiliser les données, d'où vous allez le prendre et qui sont les personnes quels sont les formats. On utilise au sens large, données au sens large, il y a toutes sortes de données. Il y a des médias différents, ça peut être, il y a des sondages, ça peut être de recherche qualitative, ça peut être de recherche en santé, statistique. Maintenant que je suis aux bibliothèques, je suis dans les bibliothèques, je travaille avec d'autres sortes de données. En fait, des programmes, des GIS aussi. Des données, c'est au sens large. Comment on va l'utiliser? Ou les plateformes qui peuvent être utilisées pour l'acquisition de données, ou l'entreposage, ou le transfert de données d'une plateforme à l'autre. Ce sont des questions qui sont souvent posées. Donc, pensez-y dès le début pour expliquer comment vous allez faire le collecte de données, les sources et les volumes de données. C'est quoi sur le volume de données que vous visez à travers tout le projet pour que les gens savent combien, c'est quoi le volume, les gigabits ou les terabits. Si vous avez des gigabits ou des terabits, il faut l'expliquer. Donner quand même un calcul, une idée, quand même plus ou moins. Pour l'entreposage, ça pourrait être comme une question ou pour le transfert. Où vous cherchez à partager, en fait. Les Canada offrent un service d'accès rapide, c'est sûr. Ça dépend du volume ou des liens, hyperliens que vous allez utiliser pour avoir accès. Et aussi les dépôts, en fait. Où est-ce que vous allez déposer les données, surtout en fonction du volume. Et l'organisation, expliquer comment ça sera organisé ou comment les données seront organisées. Moi, c'est sûr que ça peut être difficile pour identifier différentes versions des données, mais les projets sur lesquels j'ai travaillé, ils ont vraiment cherché. Ils apprécient beaucoup lorsque vous prévoyez les volumes, ou les volumes, les quantités de données impliquées. Maintenant, la documentation des métadonnées. Je pensais toujours que c'était facile, mais dans la bibliothèque, ce n'est pas facile. Il y a des véritables experts dans le milieu bibliothécaire. Et j'ai une très bonne équipe, des bibliothécaires qui connaissent les métadonnées. Alors, contactez les experts, les personnes qui ont déjà les compétences, qui ont déjà l'expertise. Mais documentation des métadonnées, c'est de décrire l'information qui est nécessaire, non seulement pour les autres, mais pour soi-même. Peut-être tout de suite après le projet, ça peut être tout de suite quelques années après. Mais juste d'écrire aux chercheurs, et surtout avec les étudiants en études supérieures au deuxième, troisième cycle, pour avoir un effet de levier sur les données, pour l'avenir, pour l'utiliser à l'avenir, il faut comprendre comment on utilise les données qu'on a recueillies. Le métadonnées, c'est de recueillir différents niveaux, niveau d'échantillon, niveau d'exemple, niveau d'études.
Mais, donc, essayez de voir quels sont les supports que vous avez pour faire une bonne gestion de données et surtout pour comment décrire les métadonnées. Peut-être il y a une norme que vous avez dit, une norme en vente libre, tout simplement, que vous allez, ou peut-être vous allez créer, en fait, votre propre matrice de métadonnées. Donc, c'est sûr pour comment vous allez saisir les documents aussi. Et c'est quand même, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. C'est sûr que c'est pas difficile lorsqu'on entre dans les zones grises, mais il faut y penser à l'avance. Entreposage et sauvegarde, c'est sûr, dans tout projet, c'est toujours essentiel. Oui, les réponses, c'est facile dans certains cas, difficile dans d'autres cas pour faire la sauvegarde. Une période, pendant combien de temps est-ce que je dois conserver, combien est-ce que je dois garder, quelle sorte de ressources j'aurai besoin pour conserver. Alors, premièrement, est-ce le volume? Et si vous avez déjà calculé le volume, ensuite, n'oubliez pas, il y a peut-être des sauvegardes, des copies sauvegardes. Si vous avez plusieurs versions de votre jeu de données ou de votre base de données, il peut y avoir en fait base de données maîtresse, ou est-ce que vous avez peut-être des fichiers analytiques. Il faut décrire, il faut prévoir ce que vous allez utiliser dans votre plan de gestion. Et si vous travaillez dans un environnement, vous avez l'idée de services, en fait, tous les services, prestations de services, il ne faut pas le faire manuellement parce que ça va très... Il faut créer des questions de calendrier ou essayer de fréquence de faire le backup. Quand vous allez faire un backup, vous allez définir de façon automatique la fréquence ou en fait les situations d'urgence, être certain que vous avez toujours l'espace requis pour et vos collègues ou votre équipe de recherche, comment est-ce qu'eux vont avoir accès? Vous avez droit à avoir un entrepôt, un dépôt, mais si vous travaillez dans un contexte virtuel, c'est sûr qu'il y a le service d'accès rapide Canada, on peut aller voir l'accès de données et travailler avec données. Donc, c'est sûr, c'est que vous pouvez travailler directement sur les données, ça simplifie les questions on a besoin de transférer. Si vous n'avez pas un environnement d'accès immédiatement pour travailler sur les données, donc il faut aussi penser comment les gens vont transférer. Ils vont avoir accès aux données, mesurer les données, modifier les données. Et préservation, curation aussi. Nous avons beaucoup d'informations, on produit beaucoup d'informations et certainement dans le domaine de la recherche. Les données, on n'a pas besoin de préserver tout nécessairement. Comment vous allez valider les données pour savoir quelles sont les données à conserver? Et parce qu'il y a une obligation de recherche, en fait, pour les institutions. Il n'y a pas une seule recette, mais il faut... Donc, d'un côté, on ne va pas nécessairement déposer tout données, chaque morceau de données ou chaque... Mais il faut sous-évaluer non plus. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui pensent que uniquement les conclusions sont nécessaires. Lorsqu'on fait de la recherche qualitative, qui travaille dans des domaines créneaux aussi, parce que c'est tellement spécifique comme activité de recherche. Les chercheuses me disaient, je ne sais pas si on va le lire, personne ne va le lire, ce que j'ai fait dans mes entrevues. Bon, peut-être au début, si jamais ça arrive, et penser que c'est trop spécialisé, mais si jamais quelqu'un pourrait s'intéresser, il faut le prévoir quelque part dans le plan de gestion. Donc, finalement, il y avait elle a trouvé des choses qu'elle voulait conserver. Elle-même, elle devait conserver en fait, des ensembles de données. Elle est très contente que j'ai insisté qu'en moins en fait, avec une raison logique, protégez-vous, comment vous allez préserver, et sur un accès approprié. Et meilleures pratiques, pour les meilleures pratiques, pensez à, on aimera les données dans des formats non brevetés ou non propriétaires, que c'est accès libre, ou peut-être une version à libre accès ou certaines données quand même. En fait, c'est protégé. Certaines données sont protégées. Mais est-ce qu'on peut, peut-être on peut le mettre dans ce dépôt, en fait, lorsqu'une personne peut avoir accès au dépôt.
Donc, il faut penser aussi, en fait, à long terme, peut-être non seulement aujourd'hui, mais peut-être jusqu'à 50 ans, plus tard, 50 ans. Et c'est une autre personne qui vient et qui le partage, la réutilisation. Vous faites le partage, mais peut-être si vous avez, si vous respectez les confidentialités, bien sûr, si vous avez respecté toutes les conformités, donc vous avez quand même, vous avez fait une demande en déontologie pour la protection, que vous allez protéger les informations confidentielles. Mais quelles sont les licences qu'il faut peut-être souscrire? Est-ce que c'est une licence ouverte ou est-ce que c'est Creative Commons ou essayer de chercher le dépôt le plus approprié, en fait, pour faire le dépôt à long terme. Donc, j'ai donné RE3 Data, c'est une organisation, ça registre de milliers de repos. Ça, c'est un registre de dépôt. Donc, vous pouvez aller le voir, vous pouvez faire la recherche dans la re3data.org. Et c'est quand même très utile, c'est de rechercher de l'année ou ça. Donc, il faut penser aussi, si le dépôt offre des identifiants pérennes, en fait, ils vont l'objet numérique, l'identifiant pour l'objet numérique, ce qui rend le données plus découvrable. C'est sûr, il y a la politique des agences subventionnaires. En fait, c'est l'idée d'avoir des identifiants pérennes pour les données. Diapositive suivante. Et finalement, les responsables des ressources, c'est-à-dire les ressources humaines, à qui est-ce qu'on va assigner la responsabilité? Souvent au début du processus, les gens qui commencent, qui n'ont jamais fait un plan de gestion. Bon, il sait pas qui est responsable de gestion. Tout le monde, c'est sûr, tout le monde a quelque chose à faire, une fonction pour le plan de gestion des données. Mais peut-être il faut avoir des rôles consacrés aussi, en fait. Et c'est pas difficile. Certains projets vont créer le temps consacré. Peut-être il y a tellement d'heures par semaine ou par poste, ou est-ce que c'est un poste à temps partiel. Donc, il faut prévoir, est-ce qu'éventuellement, vous aurez besoin de ressources humaines ou de personnel? Et quand j'ai parlé avec d'autres personnes dans le domaine, si vous avez des projets pluriannuels aussi, justement, c'est identifié. Et donc, il faut quand même, on peut le mettre, le poste budgétaire, on peut le mettre dans le budget. Si vous avez besoin de consacrer une personne à cette fonction de faire le plan de gestion des données. En conclusion, ici, dernière section, c'est déontologie, les conformités. Si jamais il y a des normes juridiques, déontologiques, ou vous devez, pour la protection de vos données, peut-être vous ne le saviez pas, peut-être, mais il faut vous informer. Il faut vous informer, consulter avec les personnes en conformité pour confirmer que ce soit une fonction de la loi fédérale, de la loi provinciale. Ici, il y a des questions de vie privée ou en fait de renseignement nominatif. Et ça peut venir des agences subventionnaires aussi. Et c'est très important, si l'agence subventionnaire exige, en fait, cette section, vous devez faire la même chose. Et ensuite, vous devez décrire la protection, comment vous allez protéger les données sensibles. Il faut s'assurer que vous êtes aligné ce que vous avez mis dans le plan, ce que vous avez mis dans votre demande de déontologie. Ça peut être des données que vous avez déjà déposées. En fait, pour la découvrabilité ou pour l'accès approprié. Peut-être il y a des données qui ne sont pas encore déposées, que vous allez tout simplement déposer plus tard. Alors, comment vous allez gérer les deux types de données? Données déjà déposées et les données à déposer. Il faut avoir quand même une approche quand même uniforme, conséquente, afin d'informer toutes les personnes qui vont utiliser nos recherches. Voilà les grandes sections qui doivent aller dans le plan de gestion. Peut-être pour Noirin, ceux qui font déjà. L'Alliance maintenant, il y a l'Alliance aussi. Vous allez dans le service sur le site web, engage des RI, vous allez service, vous avez portage, ça vous amène à la page portage.
Vous arrivez au réseau portage tout de suite. Et ici, donc c'est sûr qu'on est en train de mettre à jour le site web. Mais ça veut dire portage, ça va devenir alliance, hein, de gestion de données. Il y a les groupes d'experts. Il y a beaucoup de groupes d'experts. Vous voyez aussi les plateformes que vous voyez là-bas. Là. Ils vont toujours là-bas, le Zenodo, le FRDR, DFRDR. Allez voir le site web, beaucoup de ressources. Il y a des outils qui sont disponibles. Il y a beaucoup de choses. Il y a la formation. Il y a en fait des publications d'avis par les groupes de travail, les groupes d'experts. Et vous avez aussi le DNP, vous allez avoir l'accès à la plateforme DNP. En fait, pour créer en fait, cet assistant pour créer le plan de gestion des données. En fait, c'est pour cet assistant va vous aider à faire la planification à long terme. Nous l'avons ici, en fait, c'est l'assistant, cet outil, cette fonctionnalité. Ça a déjà été créé à l'Université d'Alberta. Et ça va aider les chercheurs à développer leur plan de gestion pour répondre aux questions clés, à définir les 6 catégories. Il y a aussi des exemples de meilleures pratiques. Il y a lien. Voilà, en fait, vers l'assistant DNP ou l'assistant. Donc, cet assistant, ça permet aux chercheurs de créer des plans de gestion pour le projet. On peut commencer par une matrice générique. Donc, c'est le modèle, une matrice qui est déjà, en fait, pour une institution, par discipline, par méthodologie. Mais aussi, c'est des matrices spécifiques pour chacune de ces catégories d'institutions de discipline. Ça veut dire trouver l'encadrement ou les lignes directives. Nous parlons de correction de données, documentation de métadonnées. Et puis, il y a une page que vous allez trouver tout simplement pour... C'est pas seulement poser des questions, ça vous donne déjà des exemples pratiques pour aider à remplir les sections, les différentes 6 catégories. Et vous pouvez contacter les experts dans votre établissement. On peut être en collaboration avec de multiples recherches dans les 2 langues. Vous pouvez accorder l'accès à tout le monde à votre plan de gestion. Mais c'est à partir d'un établissement canadien. En fait, pour donner accès, il faut quand même que ce soit des personnes qui sont dans les établissements de l'Université canadienne. Et on va donner le soutien aussi à chaque établissement, à chaque université ou chaque établissement d'études postsecondaires. Les collègues partout au Canada vont aider à faire l'administration. Ils vont peut-être personnaliser la matrice portage pour créer pour leur propre établissement une matrice spécifique pour chaque établissement pour mettre en lumière pour les chercheurs qui font partie de cet établissement. Vous pouvez le modifier pour que tous vos chercheurs puissent utiliser l'assistant pour le plan de gestion de données. Et nous allons en avoir de plus en plus lorsqu'on voit les exigences qui vont s'attacher à ces plans. En fait, en résumé, il y a collaboration avec les établissements de recherche dans plusieurs disciplines. On peut créer un compte, vous pouvez créer un compte. Hein. En fait, c'est disponible si vous voulez. Ça nous prend de l'argent pour opérer cette assistante. PGD, donc on travaille avec le portage, le groupe d'experts, mais c'est toujours gratuit pour les utilisateurs, ceux qui utilisent le PGD. Bilingue, c'est sur le web. Les 3 conseils subventionnaires l'ont approuvé aussi. Et puis maintenant, c'est très beau de travailler avec les gens afin de déposer un plan de gestion de données. C'est quand même, on avance collectivement. Donc, nous apprenons ensemble les uns des autres. Je suis très content de travailler avec ce modèle. Il ne pose pas de questions, mais donne des exemples. Vous pouvez créer plusieurs plans de gestion aussi. Vous n'êtes pas limité à faire un seul. Si vous avez différents projets de recherche, selon le projet, vous pouvez faire 2 plans en même temps. Vous avez en fait des plans de gestion très distincts. Vous pouvez peut-être le propriétaire de données, vous pouvez être éditeur,
pouvez être un consultant, vous pouvez être selon vos fonctions. Quand vous prévoyez des formations pour les étudiants de deuxième, troisième cycle, en fait, c'est très utile de leur montrer comment utiliser le PGD. Vous pouvez l'exporter aussi, en fait, exporter le plan aussi, en PDF, en texte, en Word. C'est une option, ensuite, de créer le plan. Et vous avez déjà, une fois que vous l'avez rempli, en fait, de comment faire une demande, en fait, en fonction de l'éthique. Donc, si vous déjà, vous pouvez exporter des sections particulières, en fait, qui s'appliquent à une autre section aussi. Vous pouvez l'intégrer, en fait, vous allez peut-être modifier un peu, mais vous n'avez pas besoin de refaire, de repartir à zéro pour chaque. C'est un document dynamique, en constante évolution. Vous allez revenir à ce site-là là, pour l'assistante PGD DMP. Ici, vous avez vu l'écran. En fait, ça, c'est le page d'accueil. Le lien ici, vous allez créer votre compte, créer votre compte. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser. Il y a plein d'informations. Vous avez les ressources sont indiquées. Vous avez la liste APICO pour commencer. En fait, les différents groupes. Choisissez votre langue aussi. Vous choisissez la langue. Moi, je le montre en anglais, mais je pourrais le montrer tout à fait en français aussi. Vous allez avoir des diapositives en français aussi, en fait, qui vont expliquer comment fonctionne le plan de gestion de données. Donc, vous pouvez accéder à un plan qui existe déjà. Oui, il y en a plusieurs qui existent. Peut-être, je peux cliquer là-dessus, ou je peux créer un nouveau plan. Donc, je peux ajouter un plan, je peux consulter un plan. Donc, je peux le copier, je peux le modifier, je peux le partager, télécharger. C'est sûr, il y a un système 2.0, le PGD 2.0. Beaucoup de chercheurs ont des projets distincts, qui sont peut-être semblables, mais distincts aussi. Donc, si on a deux projets quand même assez semblables, mais il y a des variables, on peut prendre le premier copie du plan de gestion, on le copie, puis on apporte les modifications. Donc, vous allez tout simplement le reproduire ou copier et faire deux plans de gestion. C'est très pratique, c'est très pratique quand même. Vous avez créé un nouveau plan de gestion. Vous vous dites le projet, quel est le projet de recherche et l'information, c'est indiqué par l'étoile. On va parler en fait quelle est l'organisation primaire de la recherche. Moi, j'ai choisi l'Université d'Alberta qui est responsable de gestion. Et donc, quelle matrice? Il y a le portage, il y a la matrice de portage. Mais il y a d'autres à choisir aussi. Vous avez plusieurs, 13 autres matrices que vous voyez selon nos collègues, nos partenaires, selon les disciplines en question. C'est bien de pouvoir les visualiser. Et portage, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir. Vous allez visualiser. Donc, il y a peut-être un autre plan de gestion qui n'est pas tout à fait générique. Ça vous donne un indice, c'est 13 disciplines, les matrices par méthodologie ou par discipline. On va le voir de plus en plus. Moi, je travaille la matrice pour les recherches descriptives et qualitatives. CRDCN now has some templates in there. History and Humanities, Systematic. History and Humanities, Systematic Reviews et autres qui en ont. Peut-être que vous allez préférer un modèle général, peut-être que vous allez préférer un modèle plus précis. Il y aura des améliorations ou de nouveaux modèles. Chaque PGD a de l'information sur le projet. Vous pouvez mettre le titre du projet. Vous pouvez déterminer la visibilité, que ce soit privé, peut-être restreint à un petit groupe. Ensuite, vous pouvez changer la visibilité. Votre projet peut devenir public. Vous pouvez inclure un résumé. Vous pouvez préciser le bailleur de fonds, un numéro de subvention. Cette information peut être modifiée à tout moment. Vous pouvez changer les métadonnées sur le plan de l'étude du PGD. Vous pouvez
répondre à ces questions à tout moment. Vous allez reconnaître les catégories. Ce sont les mêmes catégories qu'au début de ma présentation. Je peux rentrer dans n'importe quelle section. En cliquant sur le plus, je vais ouvrir la section pour chaque section. Je peux voir que j'ai de l'espace pour répondre à la question. À droite, il y a les directives personnalisées. Différents modèles de PGD vont avoir des directives différentes. Les établissements vont pouvoir personnaliser leurs directives. Il y a des ressources ici, surtout sur le campus de l'Université de l'Alberta. Je vais informer les chercheurs de l'Université d'Alberta cette information. Je peux revenir à l'espace où nous pouvons saisir de l'information. Remarquez la barre d'outils. C'est semblable aux outils Word et Google Docs. Ce sont des outils de base. Dans mon cas, j'utilise les tableaux, les hyperliens et les listes par points. Ce sont des éléments qui sont intégrés à même la plateforme. Vous pouvez ajouter des collaborateurs avec les modèles de PGD. Vous pouvez ajouter des collaborateurs avec leur adresse courriel. Vous pouvez aussi changer leur permission, auteur, co-auteur. S'ils ont un compte existant, ils auront un avis. Lorsqu'ils se connectent à l'assistant PGD, ils vont pouvoir avoir accès à ce PGD. Il y a différentes options pour le formatage et le téléchargement. Si vous avez des préférences de police de caractère, de taille de marge, vous allez format, site de téléchargement, PDF, texte et documents Word. En terminant les diapositives, j'aimerais remercier mes collègues au sein du groupe d'experts en PGD du réseau Portage. Nous avons ce groupe d'experts depuis quelques années. Nous nous rassemblons dans ce groupe. Nous essayons d'aider l'offre de services par rapport au PGD. Nous voulons créer des ressources, des directives, des bonnes pratiques et autres éléments qui peuvent aider le secteur en général, mais aider aussi les établissements. Nous avons publié quelques ressources. Nous avons des vidéos en tutoriel, introduction PGD, couvrant des choses comme dans la présentation d'aujourd'hui. Nous avons aussi une vidéo d'introduction à l'assistant PGD qui est en cours de traduction. Ça va être un bel ajout à nos ressources. Nous avons un guide actualisé pour les administrateurs en établissement. Il y a une certaine courbe d'apprentissage. Si vous voulez profiter d'une plateforme, c'est bien d'avoir un bon guide pour vous soutenir afin de vous montrer quoi faire et pouvoir tirer profit de ces éléments. Nous voulons aussi voir de nouveaux exemples de PGD, des PGD qui peuvent vous guider et bien plus. En parlant des exemples de PGD, le groupe d'experts sur le PGD a travaillé directement avec les chercheurs pour publier 9 exemples de PGD qui couvrent quatre catégories: les sciences humaines numériques, les méthodes mixtes, les sciences naturelles, les sciences sociales. Vous voyez les liens vers ces PGD. Les chercheurs nous posent souvent la question: avez-vous des exemples de PGD? C'est une question assez simple, mais puisqu'il n'y a pas un PGD pour tous les projets de recherche, eh bien, la méthodologie doit évoluer. Les diapositives en français ont des liens vers les versions françaises. Tout ce que nous avons publié dans Portage est bilingue. C'est un exemple. Un plan de gestion de données bien formaté.
Ici, il y aura peut-être des explications de choses à souligner. Lorsque vous songez à la création de votre propre PDG, si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation de l'assistant PGD, vous pouvez regarder le webinaire créé par Robin Nicholson, coordinatrice PGD à l'Alliance de recherche numérique du Canada. Je vais terminer avec une mention spéciale du comité de pilotage de l'assistant PGD qui a été lancé en janvier cette année. Ce comité de pilotage offre des conseils essentiels de soutien et des directives sur la création de caractéristiques proposées pour l'assistant PGD. Songez aux exigences en cours. Comment allons-nous appuyer l'application des PGD sur les campus? Évidemment, chaque établissement aura ses réalités. Le bureau de la recherche peut jouer un certain rôle pour appuyer l'application de l'exigence de PGD de la part des 3 organismes. Sans même parler de révision, mais éventuellement, il pourrait y avoir des ressources offertes pour la révision et l'évaluation des PGD. Nous voulons utiliser à bon escient notre technologie et nous allons voir comment nous révisons et évaluons les PGD. Ce sera une courbe d'apprentissage. Nous essayons d'entamer ce travail. Nous allons travailler là-dessus, non seulement avec le groupe de pilotage et le groupe d'experts, mais aussi travailler avec les 3 agences. Nous voulons créer un dépôt avec l'intégration des PGD. Si les personnes veulent déposer leur PGD, il y aura peut-être des exigences pour déposer des PGD. Nous voulons offrir la capacité de pouvoir le faire facilement. Si les individus veulent chercher un dépôt pour déposer les PGD créés avec l'assistant, tant mieux. Il pourrait y avoir une utilité de pouvoir avoir une gestion des versions de PGD. Vous pouvez créer un PGD, faire des changements, ce qui va être enregistré comme la version 1.1. Vous pouvez faire des grands changements et peut-être que vous allez l'enregistrer comme la version 2.0. Nous allons retenir toutes les versions afin que vous puissiez garder des traces de ce qui a été fait. Le comité de pilotage est constitué de différents acteurs. Nous avons des personnes de tout le secrétariat de portage, du groupe d'experts sur le PGD, des établissements autres. Il y a des représentants des 3 organismes, CRSH, CRSNG, IRSC aussi, des représentants du Centre de gouvernance des données autochtones. Nous sommes en train de déterminer comment nous voulons gérer nos réunions. Et j'ai bien hâte de travailler avec tous mes collègues sur le comité de pilotage. D'autres éléments qui tirent profit des identifiants pérennes et des PGD qui peuvent être analysés par machine. Il y a beaucoup de développement. Nous estimons que nous avons une quantité infinie de travail, mais nos ressources sont limitées, notre temps est limité. Donc, c'est bien d'avoir un comité de pilotage et le groupe d'experts pour nous aider sur ces éléments. Je m'excuse, mon écran a des problèmes de rafraîchissement, mais je vais interrompre ma présentation maintenant pour que vous puissiez voir qui parle depuis un certain temps. Je vous ai présenté beaucoup d'informations. J'espère que vous avez trouvé ce survol intéressant. Ça vous donne des liens vers les ressources, l'assistant PGD. Vous pouvez toujours écouter l'enregistrement. Je vais m'arrêter ici et je vais céder la parole à Jennifer Abel. Il y aura peut-être des questions dans le fil de discussion. Je vais répondre aux questions faciles. Je vais laisser à Mathieu l'honneur de répondre aux questions plus difficiles. Merci beaucoup, James et Mathieu. C'était un bon survol. Il y a beaucoup de questions dans le fil de discussion et dans la section questions et réponses. Nous allons enregistrer cette partie
Nous allons afficher les questions aussi dans le fil de discussion. Nous savons que c'est une longue séance. Nick Rocklin va animer la période de discussion. Nick, vous avez suggéré une pause de 3 minutes pour que tout le monde puisse prendre le temps de se rafraîchir, peut-être 3 ou 4 minutes, selon le temps que ça vous prend pour 3 à 4 minutes. James, vous allez avoir les questions difficiles et Mathieu, vous allez avoir les questions faciles. Je ne sais pas si c'est possible de le faire, mais nous allons essayer. Nous allons reprendre à 14h16, heure de l'Est. La salle va rester ouverte, mais vous pouvez toujours rester ici si vous voulez discuter entre vous.